Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Émilène Tamac, on ne vous présente plus, mais pouvez-vous nous citer les moments clés de votre carrière ? Les moments clés, déjà un joueur de rugby professionnel qui a fait l'entière partie de ma carrière, je dirais, au Stade Toulousain, de 88 à 2005, où j'ai pris ma retraite sportive. Entre-temps, on a eu la chance de bien œuvrer, d'être dans une bonne période où on a gagné beaucoup de choses, que ce soit des titres avec le championnat de France et les Coupes d'Europe, plus du manoir, une ancienne trophée, donc assez riche, qui m'a mené aussi à être pris en équipe de France pendant une petite cinquantaine de sélections, d'avoir pu vivre un grand chelem en 97, il me semble, et puis des tournées majestueuses, Coupe du Monde, une en Afrique du Sud, une en Europe, voilà, des bons moments. Puis à la fin de ma carrière, j'ai continué dans le rugby, finalement, je suis passé de l'autre côté, donc de partie de l'entraînement. Et là, je me suis occupé de toutes les équipes jeunes, moins jeunes, l'équipe Espoir, l'équipe des moins de 21 ans. On a eu la chance de gagner un titre de champion du monde aussi en 2006 avec toute une génération dorée qui a fait les beaux jours d'équipe de France après. Notamment la Coupe du Monde 2011 aussi où on est arrivé en finale. On a perdu, donc ça reste un moment un peu douloureux quand même, mais quand même une superbe aventure. Et puis l'équipe professionnelle. Et puis aujourd'hui, je suis à nouveau dans le rugby, enfin en continuité dans le rugby. Je suis manager de la formation au Stade Toulousain, donc je m'occupe de tout le rugby amateur, des premières licences qui rentrent jusqu'aux équipes anti-chambre des professionnels, en passant par les filles, parce qu'on a quand même 150 filles avec 4 équipes. Voilà, ça fait du beau monde à s'occuper au quotidien. Et est-ce que vous entraînez des garçons qui font partie de l'équipe des U20 internationaux, des internationaux qu'on a vus récemment, comme Mathis Castro Ferreira? Ouais, je m'en suis occupé, non, je m'en occupe plus actuellement, non, ça c'est, j'ai passé à autre chose, moi je m'occupe vraiment du management de la formation au stade maintenant, plus de l'équipe fédérale, je l'ai eu fait notamment en 2006. C'est des bons moments, ouais, parce qu'on prépare aussi ces jeunes à suivre le chemin de leur rêve, qu'ils ont pu voir, rêver, et puis finalement c'est eux qui les empruntent aujourd'hui, et puis voilà, on prépare finalement les futures générations, et puis pas que des générations de rugby, parce qu'il y a des garçons, tous sont pas à même d'embrasser une carrière professionnelle, que ce soit les garçons ou les filles, donc on éduque surtout ces enfants à bien se comporter dans la vie, à avoir des armes pour pouvoir se battre aussi au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale, sportive. Justement, est-ce que vous diriez que le rugby est plus qu'un sport ? Oui, c'est plus qu'un sport, ouais. C'est une excuse pour éduquer finalement. On a toujours l'impression que notre travail c'est de former des professionnels, mais c'est très peu, je dirais, sur 650 licenciés qu'on a. Si on a 2-3 qui passent, mais ça ne veut pas dire que les autres sont pas bons. Ça veut dire que les autres sont voués à autre chose. Mais c'est normal, ça fait partie des choses et c'est pour ça que je dis que le rugby, oui, c'est une forme d'éducation. On se bagarre quand même dans le rugby, là où un peu l'éducation a lâché un petit peu scolaire, où les parents c'est difficile, on connaît un peu les situations parce qu'on les vit au quotidien, par situation monoparentale ou autre. Donc des enfants qui sont un peu, je dirais, livrés à eux-mêmes, et c'est vrai qu'on essaie de leur donner un cadre dans le rugby, et qui s'y tiennent. Donc cadre de bien sûr de rigueur, mais aussi un cadre de sociable, un cadre d'échange, un cadre solidaire, un cadre de se battre, de se relever en permanence, quoi qu'il arrive. Il y a un dicton dans le milieu du rugby, si je ne m'abuse, qui dit « Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec une famille ou avec des copains autour. Ça dépend des fois. Je lis l'un, je lis l'autre. Quand il n'y a plus de ballon, il reste la famille ou des copains. » Est-ce que l'Ovalie est vraiment une famille ? Oui, c'est une famille. Ouais. C'est une famille parce que on partage quand même les valeurs d'éducation, même si chaque territoire, je dirais, a son style, son jeu, ses vertus propres qui vont mettre en avant. Mais ça reste un sport de partage, un sport collectif, un sport où on a besoin des autres, on a besoin de la différence, on a besoin de la tolérance. Donc on est assez riche et on grandit comme ça. Donc c'est vrai que bien sûr qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des fois des débordements, mais généralement on essaye de les reprendre parce qu'on veut conserver cet esprit, parce qu'on est heureux de voir dans les tribunes, sur les terrains, jouer aujourd'hui d'intergénération, des petits, des garçons, des filles ensemble, des grands-pères qui peuvent jouer avec leurs gamins dans les tribunes, des femmes bien sûr aussi, donc tout ça fait qu'à un moment on se sent en sécurité, donc il faut qu'on préserve ça, et pour le préserver, c'est simplement être rigoureux avec les valeurs du rugby, c'est-à-dire les valeurs de respect en général. Oui, et je suis frappée toujours à la fin des matchs de voir l'équipe adverse applaudir le passage de l'équipe précédente, au moins au niveau des matchs internationaux. Ouais, mais ça se fait avant de rentrer au vestiaire. Ouais, mais c'est très chouette. Bien sûr que c'est chouette. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut accepter aussi, bien sûr, quand on est sur un terrain, c'est pour gagner, mais il faut accepter aussi de perdre et que les autres ont été peut-être meilleurs, en tout cas plus valeureux, en tout cas ont été plus efficaces sur ce côté-là. Mais ce qu'on voit, je dirais, à la télévision, c'est que le reflet de ce qu'ils apprennent dans l'école de rugby, c'est-à-dire qu'ils grandissent avec ça, en saluant l'adversaire, en saluant les arbitres,
arbitres, en saluant, je dirais, les installations qui sont mises à leur disposition, les rendant propres après le match ou l'entraînement. Voilà, ça fait partie encore une fois du respect qu'on essaye d'éduquer en tout cas, et voilà, c'est qu'une façon de reproduire ça quand ils grandissent. Une sacrée valeur. Importante, surtout aujourd'hui encore plus peut-être même. Peut-être. Vous êtes chez nous à Saint-Médard-en-Jalles ce soir pour présenter le livre qui s'appelle Le rugby dans le sang, qui est publié à la fin de l'année dernière, 2023, aux éditions Michel Lafon. Pouvez-vous nous dire comment ce livre est né ? Comment ce livre est né ? On a été approché justement Romain a été approché, le fiston. C'est lui qui a l'éclairage aujourd'hui. C'est lui qui est. Je suis que le papa de Romain finalement aujourd'hui. C'est très bien comme ça. Et de Théo qui suit aussi. On l'a approché pour écrire un livre sur sa jeune carrière. Et de suite il a refusé. Il a dit non, moi j'ai 24 ans tout juste. J'ai rien à raconter de spécial. J'ai pas donné de leçons à personne. Et finalement ils sont revenus avec une autre approche en disant bien sûr on va peut-être pas parler d'une carrière qui est au début de sa carrière, mais par contre de l'histoire, comment il est arrivé là finalement, quelle est l'histoire de famille, comment il a vécu, comment ont été ses inspirations, qu'est-ce qui l'a poussé, je dirais, à aussi rapidement, je dirais, passer certaines étapes. Et c'est vrai qu'on est à chaque entraînement, chaque match, des gens viennent voir, posent des questions, des parents aussi pour leurs enfants, et je pense qu'en réfléchissant un petit peu, c'était histoire de leur dire que finalement le parcours qu'on avait était un parcours somme toute classique, fait de plaisir, de passion, d'amour aussi beaucoup, et d'accompagnement tout simplement, et que ce qu'ils vivaient là, je dirais, ça peut être reproduit par n'importe quelle famille à condition d'y croire, bien sûr en se donnant un peu les moyens et du travail. On peut pas s'affranchir de ça, mais que c'était simple parce que c'était une histoire de famille, je dirais, toute simple finalement. Et souvent, effectivement, dans le rugby, on trouve des familles, pas tout le temps, mais... beaucoup, oui. Voilà, Carbonneau, etc. Bon, il y a beaucoup de transmission, finalement, et j'ai trouvé que ce livre était aussi beaucoup une histoire de transmission. Ça tournait autour de la transmission de la famille. C'est ça, la transmission. Comment, finalement, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accroché ? Parce qu'ils ont essayé plein de sports, même s'ils ont grandi, bien sûr, avec un ballon au bord d'un terrain, à nous suivre, à prendre un ballon avec les autres enfants et à reproduire nos matchs quand on avait fini les nôtres. Ça les a sûrement inspirés, ça les a sûrement fait rêver aussi de voir ce public, c'est ce monde un petit peu particulier, de lumière aussi, mais après on aura simplement montré le chemin, que c'était pas un chemin facile, qu'il y avait aussi beaucoup de contraintes, que c'était ça finalement le haut niveau. Donc après c'était leur choix de donner les moyens de travailler, de donner toujours, je dirais, dans le plaisir. Encore une fois, je mets beaucoup le plaisir parce que faut pas croire que c'était une obligation. Encore une fois, c'était pas les parents qui ont poussé. Les mamans est prof de sport, prof de gym, donc c'est vrai qu'elle a aussi cette notion de beaucoup de l'exigence, des choses bien faites, mais après le choix c'est ceux qui le font. On a simplement encore une fois montré le chemin et leur dire si vous faites les choses, autant bien les faire, mais ce sera à vous de les faire. Voilà. On ne vous oblige pas à faire du rugby, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. À partir du moment où c'est du rugby, oui. Okay. Non, ils ont essayé plein de choses. Encore une fois, certains de copains, ils sont partis dans d'autres sports, et eux ont accroché. Je pense qu'ils ont aimé aussi, au-delà du rugby, du sport, du jeu, cet esprit, famille, convivialité, d'entourage. On se sent quand même un peu très, très, très... il y a beaucoup de chaleur autour, en permanence, que ce soit sur les goûters, sur les arrêts des petits tournois. Il y a toujours une ambiance très, très, très simple de famille, avec des pique-niques, avec des barbecues chez les uns, chez les autres, et on se retrouve pratiquement encore plus en dehors que sur le terrain. Donc ça crée finalement des connexions entre les familles qui s'apprécient, qui se découvrent, et en fait ça devient une histoire d'amitié, une vraie amitié. On sait que Romain a été blessé, qu'il est sur la voie de la guérison actuellement. J'entends des bruits comme quoi il devrait reprendre prochainement. Ouais, le mois prochain. Ouais, ça approche. Là, justement, il était dans les tests cinétiques, c'est-à-dire les isocinétiques, c'est-à-dire pour voir un peu les équilibrages des jambes. Donc, il y a toute une machinerie pour voir si tout va bien, s'il est bien rééquilibré, si le genou, bien sûr, est bien réparé, mais si justement l'antagoniste à côté n'a pas été délaissé. Il faut que la machine soit bien en place, quoi. Donc, il fait pas mal de tests actuellement, et puis il va reprendre bientôt le collectif d'entraînement avec l'équipe, avec peut-être, on l'espère, un retour sur les terrains en compétition d'ici fin mars. Donc c'est bien, il se laisse du temps aussi pour bien se préparer, il n'y a pas d'objectif particulier par rapport aux sensations, mais les sensations sont bonnes depuis longtemps, et voilà, tous les voyants sont plutôt ouverts pour le moment. C'est excellent. Oui, c'est bien pour le moral aussi, il y a beaucoup de travail derrière, je vois les journées qui passent, même si c'est difficile parce qu'on sort un peu du collectif à ce moment-là, là on est dans l'individu, même si on a beaucoup de personnes autour, préparateurs physiques, kinés, qui s'occupent bien de soi, on voit les copains à côté et il nous tarde d'y arriver, mais
d'y aller, mais pour y aller, il faut être bien, voilà. Donc, mais ça, c'est pas grave, ça génère aussi, voilà, sûrement de la frustration, mais en même temps beaucoup d'envie, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'appétit. Et c'est vrai qu'il lui tarde le retour maintenant. J'ai le souvenir d'avoir vu Romain à la télé, dans les tribunes, pendant un match de la Coupe du Monde, et j'avais mal au cœur pour lui. Ouais, c'est sûr que c'est un moment difficile, ouais. Ça reste des jeunes adultes, donc c'est vrai que c'est des gamins qui ont rêvé de ça, et c'est vrai qu'il avait travaillé pendant toutes ces 4 dernières années fort pour y être. Il y aurait sûrement été s'il n'a pas été blessé. C'est vrai que de voir les copains démarrer la compétition, œuvrer sans lui, finalement ça fait un petit coup. Donc il y a forcément le partage entre les encourager et souhaiter le meilleur, et puis se dire mais je suis pas de la fête, quoi. Donc sans être non plus un poids, parce que l'équipe elle continue à avancer. C'est ça aussi le sport, c'est le bateau continue à naviguer même sans un joueur. Alors on a parlé de Romain, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Théo aussi? Théo, c'est le petit frère, alors petit dans l'âge, mais c'est le plus grand de taille, voilà, de la famille, donc c'est costaud. Lui il joue à notre poste, il joue numéro 8 au 3e lignel. Mais voilà, mais il est passionné aussi, alors notre caractère, mais déterminé aussi, voilà, à aussi s'amuser sur le terrain, à prendre du plaisir avec des copains avec qui il a grandi. Il n'y a pas d'élément de comparaison non plus entre le papa, ce que fait Romain aujourd'hui. Justement, c'est une locomotive, c'est se dire moi aussi je vais faire mon chemin et c'est bien, mais encore une fois toujours dans la notion de plaisir, voilà, de se régaler, d'avoir imaginé ces moments-là, et puis aujourd'hui de pouvoir les vivre, de jouer dans des stades devant son stade, parce que quand il joue chez lui, c'est des enfants, que ce soit Romain et Théo, qui ont commencé au Stade Toulousain à l'âge de 4 ans et demi, quelques années après ils sont dans l'équipe Fagnon, donc c'est vrai que la majorité du public les a vus grandir, les a vus évoluer, des petites générations, moins de 12, moins de 14, 16, 18, 20, et puis aujourd'hui représenter l'équipe première, et je pense qu'il y a beaucoup de plaisir de les voir œuvrer. Ouais. Il était en U20 l'année dernière, je crois. Ouais, il a fait les U20, tout à fait. Oui. Et le fossé entre les U20 et le top 14? Ouais, il y a un fossé forcément, mais après ces garçons-là, ils sont quand même, ils ont le potentiel. Ça fait partie des garçons les mieux armés de leur génération. Ils vont continuer d'apprendre, parce qu'on apprend, je dirais, de tout temps. Ils vont s'adapter aussi, mais ils ont les capacités. Et puis ils sont encore dans la construction. À 20 ans, on n'est pas complètement formé, on n'a encore pas toute la maturité, je dirais, de son potentiel. Donc ils ont encore de belles années à progresser au contact des meilleurs. C'est la chance aussi d'avoir dans un club où tu as des locomotives qui sont en équipe de France actuellement, qui te montrent un peu, c'est tout le travail qui reste à faire. Et voilà, le tout s'est enclenché dans le sillon, et l'objectif c'est de pouvoir les dépasser un jour surtout. En plus vous n'êtes pas tous les 3 au même poste, donc c'est bien, vous n'avez pas occupé le même poste. Non, c'est sûr que ça permet de couper les comparaisons si on voulait comparer. Mais comparer, encore une fois, je pense qu'on pourra comparer le jour où ils arrêteront leur carrière si on veut, mais les temps sont différents. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison, il y aura toujours des gens qui comparent, mais il n'y a rien à comparer, chacun est unique. Je dirais, ce que j'ai fait, c'est mon parcours, c'est ma vie, avec mes aspirations. Romain a les siennes, et Théo a les siennes aussi. Donc, et justement, dans votre carrière, de quoi êtes-vous le plus fier? Le plus fier, je ne sais pas, d'avoir travaillé dur pour être tout en haut et d'y être resté longtemps, parce qu'on sait que on peut être aussi attiré par d'autres choses, dispersé finalement, et qu'il y a plein pas de pièges, mais on a envie, parce qu'on est jeune aussi, de profiter aussi des moments plaisants, mais on pense toujours que ça peut nuire, donc on se restreint. Je parlais tout à l'heure des contraintes qu'il peut y avoir sur le haut niveau, ça fait partie des choses, mais finalement d'arriver à vivre avec, c'est-à-dire que ça devient plus des contraintes, ça devient des choses normales pour garder le cap, tout simplement. Il y a un temps pour tout, mais d'avoir pu durer et repousser l'objectif le plus loin possible, l'exigence même le plus loin possible, c'est aussi plaisant quand on y arrive. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Le fait, vous, d'avoir été professionnel du rugby, d'avoir des fils professionnels, est-ce que vous constatez une différence entre les générations dans le professionnalisme ? Oui, bien sûr qu'il y a des différences. Même les générations actuelles qui sont en train d'arriver sont aussi différentes. Elles vont plus vite, elles sont beaucoup mieux accompagnées, elles ont beaucoup de... elles vont plus vite parce que leur génération et la consommation, ils veulent tout rapidement. C'est ça, donc... mais encore une fois, c'est à nous de nous adapter. Aujourd'hui, je suis manager, je suis obligé de m'adapter justement à leur fonctionnement pour leur apporter le contenu qu'ils ont besoin. Donc, ça nous permet de nous remettre en question, mais aussi de leur proposer ce qui nous semble les plus adaptés en termes d'outils
d'outils pour pouvoir les amener là où ils veulent. Mais c'est bien. Ils ont un fonctionnement qui est différent, forcément, mais ils ne sont pas, je dirais, affranchis des générations du digital, du monde numérique, et ils vivent avec ça beaucoup. Mais on a développé aussi beaucoup d'outils, voilà, pour que ce soit les vidéos, que ce soit sur les smartphones, que ce soit sur les tablettes, sur les capteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de data dans le rugby, donc ils vivent avec ce temps-là aussi et sont gourmands finalement de voir les statistiques, de voir un moment comment fonctionne le rugby. Alors pas que sur le jouer, le terrain, mais aussi sur le côté cartésien, c'est-à-dire un peu chiffré, où on peut voir les grilles d'évaluation et les critères de comparaison. Les fameuses data. Ouais, les fameuses data, il y en a beaucoup. Alors après, c'est comme tous les data, c'est un outil, voilà. Ouais. Ça ne va pas tout remplacer, mais c'est un outil intéressant malgré tout. Vous êtes ici en terre bordelaise, donc vous êtes près de l'UBB. Oui. Vous avez bien connu aussi. Aussi, oui. Puisque je crois que vous aviez et pour y entraîner l'équipe professionnelle, pendant quelques années. Pendant plusieurs années. Oui, de 2 ans, oui. Ouais. Tous les clubs du top 14 sont les rivaux du Stade Toulousain. Enfin, ils se considèrent comme des rivaux du Stade Toulousain, puisque c'est quand même le stade, c'est quand même la référence. Néanmoins, puisque vous connaissez bien l'UBB, que pensez-vous de son équipe actuellement ? C'est une équipe qui a toujours mûri, qui a grandi toutes ces dernières années, qui a bien grandi, qui a évolué, qui s'est adapté aussi au monde du professionnalisme en montant de deuxième division, qui a aussi s'entouré finalement, parce que et construire un club, c'est pas seulement une équipe, c'est un club. Je pense que le président Marty a été, je dirais, excellent dans cette vision de pouvoir aussi préparer le monde économique qui est lié à ce monde du rugby professionnel pour Viséo. Il s'est doté d'une vraie force de partenaire, une vraie force de réussite, notamment du stade, Chabannes-Dalmas qui fait carton plein à chaque fois et qui permet aussi de générer une économie importante. Et forcément, ça attirait aussi des excellents joueurs. Donc aujourd'hui, l'UBB Manière, c'est évident que tout le monde reconnaît cette qualité, ce potentiel d'équipe. Il leur manque rien. Il leur manque rien, je dirais, pour pouvoir, en tout cas, chaque week-end, démontrer qu'ils font partie des meilleures équipes. Forcément, ils attendent une chose, c'est de pouvoir valider ça et aux yeux de tous en gagnant un trophée. Bien sûr que c'est tellement difficile, donc ça se joue à rien. Ça n'empêche pas que leur parcours depuis ces dernières années est quand même assez exemplaire. Oui. Les journalistes n'ont pas toujours épargné Romain. Aujourd'hui, ils n'épargnent pas non plus Mathieu Jalibert. Selon vous, ces critiques, est-ce qu'elles peuvent avoir un aspect destructeur quand même sur un jeune? Bien sûr que ça peut être difficile à vivre. C'est ça. Parce que ça met une forme de pression pour certains qui ne savent pas, je dirais, se servir de ça pour rebondir ou pour en faire une force. Bien sûr que c'est délicat. C'est délicat parce qu'on se sent abandonné, parce qu'on se sent épié, parce qu'on se sent en permanence, je dirais, à avoir à justifier. Je dirais que on voit le côté, je dirais, du potentiel joueur physique, souvent, ses capacités de joueur, de vitesse, de précision, de jeu, de pertinence. Ce qu'on voit pas, c'est le côté mental. Et le côté du champion, c'est 80% du mental, ce qui en fait des joueurs qui savent se relever de toute situation, qui savent renverser une situation quand elle peut être, je dirais, plus qu'une délicatesse. C'est ce qui fait la part de ces joueurs un peu particuliers. Ouais. Donc oui, bien sûr que le niveau professionnel est difficile. Et on en voit souvent, je dirais, être monté et puis finalement disparaître quelques années après. Parce que je répète, le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'être constant, de rester. J'ai vu là que pour le mercato, le fameux mercato actuellement au rugby dure très longtemps, il peut durer jusqu'au mois de juin. Il y a tout un débat là-dessus, il y a des joueurs qui restent, qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir l'année d'après. Effectivement, c'est un monde quand même très difficile. Et c'est pour ça que je dis que ces générations, elles grandissent avec ça, alors que nous, on n'avait pas connu un rugby professionnel avec du chômage, avec des joueurs sans contrat. On changeait de club par moment, mais on était quand même attachés à un territoire. Là, aujourd'hui, c'est leur métier, ça veut dire qu'ils vont là où il y a de la demande. Certains ne jouent pas, perdent du temps de jeu et forcément sont obligés de partir avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, c'est-à-dire déménager. Si tu es seul, c'est pas très contraignant. Si tu as une famille, des enfants, traverser la France, aller dans d'autres endroits, c'est pas évident, mais quelque part c'est ton métier. Donc il faut aussi qu'ils appréhendent, je dirais, ce métier comme un métier précaire et aussi en capacité de toujours se déplacer, parce que certains sont amenés à bouger régulièrement. Romain et Antoine Dupont forment la charnière de l'équipe de France. On cite toujours leur complémentarité sur le terrain.
J'imagine qu'ils sont amis dans la vie ou pas particulièrement. Ils sont juste complices. Ils sont pas de la même... non, ils sont très complices forcément sur le terrain. Ça crée forcément des amitiés, mais ils sont pas de la même génération, donc on va dire qu'ils n'ont pas grandi ensemble. Les copains de Romain, souvent, c'est les copains qu'il a joué en cadet, en junior, voilà, parce qu'ils ont partagé des choses et que ça reste. Ça n'empêche pas que tu développes d'autres amitiés avec les joueurs, mais par contre ils ont ce goût incroyable, je dirais, de la passion du rugby. Voilà, tous les deux à connaître toute l'histoire du rugby, à regarder les matchs en permanence, du détail. Quand c'est bien, c'est pas assez bien. Quand c'est super bien, c'est toujours pas assez bien. Voilà, ils ont ce sens critique qui les pousse à toujours vouloir faire plus. Donc forcément il y a du challenge, mais du challenge pas forcément entre eux, du challenge de vouloir donner la meilleure partition et d'entraîner finalement avec eux tout un collectif. Ça c'est intéressant. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure le rugby féminin. Oui. À Bordeaux, les Lyonnes de Bordeaux ont gagné le championnat l'année dernière, en juin dernier. Wow. Donc nous en sommes très fiers. Ah ben il y a de quoi, ouais. Et le rugby féminin est en pleine expansion, mais manque quand même encore cruellement de reconnaissance et de valorisation médiatique. C'est sûr. Ouais. Ces filles ne sont pas encore des professionnels. Qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce sport devienne aussi un sport de professionnels féminines? Une volonté de la Fédé, ça se passe comment? Une volonté forcément fédérale, mais une volonté aussi des clubs. Pour exemple, je dirais qu'à Toulouse, depuis cette année, les filles ne sont pas professionnelles, elles n'ont toujours pas ce statut parce que c'est pas nous qui le donnons, mais on leur a octroyé un centre de formation pratiquement équivalent à celui des garçons, en dehors de ce qui est charté par la Ligue, la nationale de rugby, mais pour leur permettre de pouvoir travailler, je dirais, dans de bonnes conditions et terminer de venir s'entraîner à 20h le soir après le boulot ou après les études. Donc le club a pris, encore une fois, c'est un effort politique, économique même, à charge, je dirais, l'aménagement des étudiantes sur leur temps de travail. Ça, c'est pas le plus difficile, mais surtout il y a beaucoup qui travaillaient et finalement ils ont dealé avec les employeurs pour qu'elles soient à 80%, je dirais, pris en charge par le club. Donc le club, je dirais, est en train de leur a créé un statut de semi-professionnel en leur permettant de venir s'entraîner et de prendre à charge leur salaire quand elles sont pas au travail. Donc ça leur permet de s'entraîner. Je suis parti aujourd'hui, par exemple, j'étais à l'entraînement depuis ce matin 11h, elles finiront vers 15h. Ça permet forcément d'avoir une qualité de rugby supérieure, des filles qui peuvent mieux se préparer. On parle du rugby, la préparation, mais aussi toute la récupération, toute la prévention des blessures, ce qui permet finalement d'avoir des athlètes en meilleures conditions et bien plus suivis. Donc, mais je pense que il faudrait que d'autres clubs aussi fassent la même. Forcément, on aura un niveau de rugby qui va monter et cette reconnaissance, elle va venir. Il n'y a pas à en douter. Le Stade est le seul club à faire ça pour l'instant, non? Aujourd'hui, oui. Oui, l'UBB et les Lyonnes de Bordeaux, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que c'est un coût et on parlait tout à l'heure d'économie et c'est vrai que les filles, pour l'instant, je dirais... entre guillemets, c'est pas le mot est pas joli, elles sont pas rentables. Je veux dire que il n'y a pas d'économie suffisamment générée pour je dirais subvenir à ce qu'elle perçoit. Mais voilà, à Toulouse, le rugby c'est aussi une religion forte et c'est vrai que quand on s'engage dans un monde un peu même RSE aujourd'hui de parité, je pense que le club a voulu montrer l'exemple aussi et a fait cet effort. J'ai un collègue qui voulait savoir ce que vous écoutiez dans votre Walkman. J'écoute de tout, alors ça va Quand vous étiez joueur, en tournée. Du Francis Cabrel, du rap, du reggae parfois. J'aime un peu tous les styles. Voilà. Nous sommes dans une bibliothèque. Êtes-vous ou avez-vous été un utilisateur de bibliothèque? Pas vraiment dans la bibliothèque, mais par contre, sur les bouquins, acheter des livres, ouais. J'en ai acheté beaucoup, je ne les ai pas tous lus encore. C'est normal, il faut prendre le temps. Ouais. Vous allez être grand-père? C'est prévu pour mi-juillet. Ouais. Mi-juillet. Ouais. Jurez-moi que vous emmènerez votre petit ou votre petite dans une bibliothèque régulièrement. En tout cas, oui, on fait une bibliothèque. En tout cas, il y aura bien sûr. En tout cas, les livres, c'est important. La connaissance, ça fait partie aussi de l'épanouissement d'une personne. Que même si elle devient joueuse de rugby, savoir lire, avoir une éducation, ça aide à être un bon joueur ou une bonne joueuse. Et puis vous découvrirez que maintenant dans les bibliothèques aujourd'hui, il n'y a pas que des livres en plus, on fait plein d'autres choses. J'imagine que comme vous avez fait votre révolution numérique aussi, la data, vous savez ce que c'est aussi. Tout à fait, absolument. Et pas que le jeu vidéo, la réalité virtuelle, etc. Ouais. Pour terminer, nous avons une tradition dans nos podcasts, celle de demander à notre invité de nous dire 3 choses qu'il n'aime pas et 3 choses qu'il aime. Ça peut ne pas être du tout professionnel, ça peut ne rien avoir avec toute notre conversation. Ce que j'aime pas, c'est le manque de tolérance.
Ouais, ce que j'aime pas, c'est l'injustice. Et ce que je n'aime pas, c'est les salsifis. Vous avez vu, vous avez commencé par ce que vous n'aimez pas. C'est bien, et alors donc, ce que vous aimez? Ce que j'aime, c'est de voir les sourires. J'aime voir les sourires. J'aime voir les gens heureux. Bon, c'est la même chose. J'aime quand le travail est récompensé. Ça vient du contraire de l'injustice. Ben voilà, je trouve qu'il y a une justice. Et j'aime la chance de pouvoir profiter de toutes les bonnes choses qui sont à nous, en étant assez conscient du privilège qu'on a, et dans l'endroit où on vit et dans le sport que l'on vit, où forcément c'est pas partout pareil dans le monde. Donc oui, il faut s'en rendre compte. Pour conclure, Émile, nous tenons à vous dire merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui, depuis Toulouse, 3 heures de route. Bravo pour tout ce que vous faites pour ces jeunes aussi. Bravo pour votre carrière, bien sûr. Merci d'être aussi simple et abordable que vous l'êtes. Moi, j'ai l'impression de discuter avec un copain, donc c'est très agréable. Bonne suite de carrière à Romain et Théo. C'est gentil, merci. Je vais vous demander aussi de transmettre nos amitiés bibliothéconomiques à Antoine, bien sûr, à Romain, ça s'est fait, à Anthony, à Peato, j'adore Peato, et faites savoir à Alexandre Roumat, s'il vous plaît, que nous lui en voulons beaucoup d'avoir quitté l'UBB. Je lui ferai passer le message, sans problème. Merci beaucoup, Émile. Avec grand plaisir, salut à tous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.